Alors, bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour un nouveau séminaire sur les maladies rares mis en place par la plateforme Résilience. Je rappelle à tous nos participants un petit peu le principe. Donc, ces réunions, ces webinaires ont pour but de faciliter le lien ville-hôpital en présentant les différents centres de référence que nous avons au niveau du CHU afin de présenter leurs travaux et leurs centres d'intérêt et de comprendre comment en ville on peut adresser de façon préférentielle à ces centres quand nous sommes en consultation. Alors aujourd'hui, nous allons être en présence des docteurs Bayeux et des docteurs Giordano qui vont nous parler, donc qui sont toutes les deux au sein des hôpitaux pédiatriques de Nice et qui vont nous parler de deux centres de référence, les centres de référence Malo et Spraton. Je ne sais même pas si on le dit comme ça, mais en tout cas, je vais leur laisser la parole pour peut-être se présenter un petit peu plus et puis nous en dire plus sur ces deux centres de référence de maladies rares. Bonjour Monsieur Sacomano, Madame Achoum, merci de nous avoir invités à vous parler de ces deux centres de compétences qui sont gérés par le service d'ORL pédiatrique des hôpitaux pédiatriques de Nice. Donc moi je suis le docteur Bayeux. Docteur Giordano. Bonjour. Et on a choisi de centrer nos présentations aujourd'hui sur chacune une pathologie particulière qui sont gérées par ces deux centres. Donc, on va commencer la présentation si vous voulez bien. Alors, est-ce que je repartage? Du coup, vous avez mon écran en partage, c'est bon? Oui, c'est bon, tout va bien. Parfait. Donc, on vous parle aujourd'hui des centres de compétences Malo et Spraton qui font partie de la filière tête et cou, qui est une filière maladie rare qui, comme son nom l'indique, gère énormément de pathologies de la tête et du cou et qui est en partenariat étroit avec le Centre européen Cranio qui gère les maladies rares au niveau européen. Donc, nous, on est situé aux hôpitaux pédiatriques de Nice, CHU Lanval. Et parmi donc on a dit Malo et Spraton font partie de la filière maladies rares tête et cou, qui elle-même inclut la filière Cranios qui gère les craniosténoses et malformations crânio-faciales, la filière MAFAS qui gère fente et malformations faciales, Malo, ce sont les malformations ORL rares, ORAR, concerne les maladies rares orales et dentaires, et Spraton, ce sont les syndromes de Pierre-Robin et troubles de la succion déglutition congénitaux, dont on reparlera un petit peu. On a une représentation nationale dans toutes les grandes villes d'au moins 1 à 2 centres de chaque sous-filière. Donc, on a une répartition sur le continent et dans les dom-toms assez étendue. Donc, les pathologies concernées vont depuis la craniosténose, qu'on partage avec nos collègues de neurochirurgie et les collègues de chirurgie maxillofaciale. On passe par paralysie faciale congénitale, fente faciale et crânio-faciale, les malformations du nez, du cavum, avec notamment les atrésies des Cohen, les fentes labiopalatines et les microsomies crânio-faciales, toutes les anomalies dentaires, le syndrome de Pierre-Robin et les troubles de la succion, les dysplasies tissulaires avec notamment les maladies de surcharge qui peuvent arriver avoir des conséquences au niveau des voies aériennes, les malformations laryngées et trachéales congénitales, malformatives ou de surcharge, tous les kystes et fistules cervico-faciaux, les malformations de l'oreille avec les malformations du pavillon sur laquelle s'attardera le docteur Giordano, les dysplasies osseuses crânio-maxillofaciales et les malformations crânio-faciales. Donc, toutes ces pathologies sont toutes en interrelation et toutes gérées par de nombreuses sous-spécialités et concernant, comme toute la prise en charge aujourd'hui en pédiatrie, en adulte et de plus en plus, la prise en charge va être multidisciplinaire. Donc, on est toutes les deux aujourd'hui pour vous présenter un tout petit panel de pathologies, mais la prise en charge des petits patients
passe par toute une équipe derrière multidisciplinaire qui va inclure des pédiatres, des psychologues, des généticiens, des médecins spécialistes dans l'audition, des médecins spécialistes dans le sommeil, des pneumopédiatres, des chirurgiens maxillofaciaux, des orthophonistes, tous les membres du CPDP et j'en oublie sûrement. Donc, ce qui compte, ce n'est pas trop les noms que vous allez voir à droite qui sont les gens avec qui on travaille au quotidien, mais c'est vrai qu'il y a énormément de gens, on aurait eu des difficultés à tous les citer. Si on se penche d'un peu plus près sur la filière Spraton, donc cette filière Spraton va s'intéresser à la séquence de Pierre-Robin dont je vais vous parler et à toutes les pathologies, maladies rares qui présentent un trouble de la succion déglutition congénitale. Donc ça regroupe en même temps la trisomie 21, toutes les pathologies neurologiques congénitales ou dégénératives, toutes les pathologies respiratoires qui vont retentir également sur l'alimentation. Donc, ça fait une liste longue de pathologies dont on pourrait discuter et qui pourraient faire l'objet également un jour d'une présentation particulière. Moi, je vais aujourd'hui vous parler de la séquence de Pierre-Robin. Donc, cette séquence de Pierre-Robin a pu bénéficier de l'écriture d'un PNDS qui a été faite en 2021 par la filière et qui comporte les grandes recommandations de prise en charge et de suivi de cette séquence de Pierre-Robin. Donc, on va définir un petit peu la pathologie et discuter de la prise en charge générale. Donc, la séquence de Pierre-Robin, c'est une association malformative qui est constituée, avant on parlait de syndrome de Pierre-Robin et maintenant on parle de séquence de Pierre-Robin parce que c'est une continuité de phénomènes qui font que au final le tableau clinique existe. Donc, c'est un tableau clinique qui va associer en même temps un rétrognatisme ou un micrognatisme, c'est-à-dire une toute petite mandibule, une glossoptose et une obstruction des voies respiratoires supérieures. Ça, c'est la définition officielle. De manière plus pratique, on a en général une fente palatine postérieure, mais qui n'est pas un signe obligatoire de la séquence de Pierre-Robin, mais qui est présente. On va en reparler du fait de l'anomalie de fusion et de la glossoptose. Pourquoi on s'intéresse à cette séquence de Pierre-Robin? Parce que même si elle est rare, elle entraîne à la naissance des difficultés respiratoires qui peuvent être fatales et des difficultés nutritionnelles qui peuvent être très, très, très importantes avec un nursing particulier à faire en maternité. Donc, cette séquence de Pierre-Robin, on a dit qu'elle était rare, c'est 1 sur 10 000, 1 sur 14 000 naissances. Et la fente palatine, quand elle existe, est due à une anomalie de fusion qui se fait entre le 45e et le 55e jour de vie embryonnaire parce que la langue remonte trop et du coup, on empêche la fusion des lames palatines. Donc, on peut voir sur la petite photo de profil le rétrognatisme classique qu'on a chez les enfants qui présentent une séquence de Pierre-Robin. Et l'illustration de la glossoptose, on voit bien la langue qui tombe en arrière avec, on ne doit pas visualiser la partie sublinguale, les glandes sublinguales chez un nourrisson. Et on voit également la fente palatine en arrière. En général, ce sont des fentes palatines qui sont plutôt larges chez les séquences de Pierre-Robin. Le diagnostic anténatal peut être fait dans environ 20% des cas. Il est d'autant plus facile s'il est recherché, c'est-à-dire s'il s'agit d'une forme familiale avec déjà un antécédent de séquence de Pierre-Robin dans la famille. Ces séquences de Pierre-Robin peuvent être syndromiques ou non syndromiques en fonction des pathologies et des signes cliniques auxquels elles vont être associées. Et dans le cas du bilan et du diagnostic anténatal, c'est là que le CPDP, le Centre de diagnostic prénatal, prend toute sa place pour la recherche de malformations associées et le bilan prénatal. Ces séquences de Pierre-Robin, quand on a le diagnostic anténatal, doivent systématiquement bénéficier d'une naissance dans une maternité de niveau 3 parce qu'il faut qu'il y ait un pédiatre réanimateur du fait des difficultés respiratoires et nutritionnelles qu'on va rencontrer à la naissance. Donc, le bilan qui est recommandé rapidement, vous allez pouvoir retrouver tout ça dans le PNDS qui a été édité. C'est les recommandations de la filière sur une séquence de Pierre-Robin isolée
chez un bébé qui est à terme sans aucune anomalie morphologique associée, ni clinique ni neurologique, et avec une auscultation normale. C'est-à-dire que c'est un bébé qui a en gros un petit menton, une fente palatine, mais chez qui on n'a aucune autre difficulté, ni respiratoire, ni de différence au niveau de l'examen clinique. Alors, on va du coup uniquement doser la calcémie pour rechercher une hypoparathyroïdie frustre qui pourrait être un signe, qui pourrait s'intégrer dans le cadre d'une délétion 22q11. Le dépistage néonatal de la surdité, il est systématique chez tous les enfants maintenant, il est obligatoire. La consultation de génétique est à réaliser sans urgence. On va programmer un examen ophtalmologique vers l'âge des 6 mois parce qu'on sait qu'il y a tout un tas de malformations, d'anomalies, de pathologies ophtalmologiques qui peuvent être associées aux séquences de Pierre-Albin, mais notamment des myopies importantes. Et on va programmer vers l'âge de 1 an des radiographies du squelette pour éliminer une collagénopathie. En revanche, s'il y en a une séquence de Pierre-Robin associée, ça veut dire n'importe quel examen qui va être anormal, soit au niveau des paramètres de naissance, une difficulté respiratoire, un accouchement non eutoxique, des anomalies au niveau de la morphologie depuis la tête jusqu'au bout des pieds, une auscultation cardiaque qui va être pathologique ou un examen neurologique suspect. À ce moment-là, on va faire un bilan malformatif plus complet, avec une consultation de génétique avec des explorations moléculaires, une échographie cardiaque et abdominopelvienne pour rechercher également des anomalies rénales et urinaires associées. On fait systématiquement une IRM cérébrale avec un EEG. L'examen ophtalmo, on le fait dès la naissance. Les radiographies du squelette plutôt dans les mois qui suivent. Le bilan auditif à la naissance comme tous les autres nourrissons. On va rechercher, en cas de suspicion de syndrome de Smith-Lemli-Opitz, c'est une anomalie de sécrétion d'une enzyme de dégradation du cholestérol. Donc, on va doser les métabolites du cholestérol et ensuite, les autres examens, les autres investigations seront à faire en fonction de la clinique. Alors, on a parlé des signes respiratoires qui peuvent être au premier plan chez ces nourrissons présentant une séquence de Pierre-Robin. Donc, les signes respiratoires qu'on va pouvoir retrouver vont aller du simple stertor, qui est le petit bruit de vibration glossopharyngée, à une détresse respiratoire néonatale avec une nécessité d'intubation. C'est pour ça qu'il faut une naissance en maternité de niveau 3. Les autres manifestations des symptômes respiratoires peuvent être en relation avec l'alimentation et les fausses routes, donc parce que la symptomatologie respiratoire va retentir sur l'alimentation également. Et on peut être face aussi à un enfant qui va avoir une prise de poids insuffisante. Généralement, ces signes respiratoires peuvent se développer dans les premières heures ou dans les premiers jours de vie. L'obstruction, en général, s'aggrave au cours des 4 premières semaines et s'améliore au bout de 3 à 4 mois. C'est-à-dire que le premier trimestre est souvent compliqué. Quand il est compliqué, il faut vraiment passer le cap du premier trimestre. Dans le cadre de séquences de Pierre-Robin syndromique, on peut aussi voir des aggravations secondaires. Et donc, les moyens qu'on a à disposition à la naissance pour cette symptomatologie respiratoire, si nécessaire, ça va être dans le premier cas le décubitus ventral qui va limiter la glossoptose. Donc, le décubitus ventral, vous le savez, est fortement déconseillé chez le nourrisson d'une manière générale, sauf chez les patients qui présentent une séquence de Pierre-Robin et qui peut permettre parfois même un retour à domicile, mais sous réserve d'une surveillance très intensive de la respiration et avec notamment un saturomètre à domicile, voire de l'oxygène à domicile. Ensuite, on peut passer par une prise en charge par une VNI. On peut proposer des tubes nasopharyngés qui sont comme des petits tubes d'intubation qui vont shunter la base de langue. Ce qu'on voit se développer dans quelques centres maintenant en France, c'est une plaque de Tübingen. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris. La plaque de Tübingen, en fait, c'est une plaque palatine qui va venir obturer la fente palatine, mais qui va présenter un petit décroché qui va limiter la glossoptose
et qu'on va accrocher sur le visage de l'enfant grâce aux 2 petits crochets au strip. Et cette plaque qui est difficile à mettre en œuvre, hein, parce que ça nécessite quand même comment dire, un savoir-faire qui met un petit peu de temps, permet un retour à domicile et facilite l'alimentation de ces enfants. On peut avoir recours à une labioglossopexie, c'est-à-dire qu'on va attacher la face ventrale de la langue sur la lèvre pour quelques semaines pour toujours, encore une fois, limiter cette glossoptose. Et dans les cas très sévères où l'extubation est impossible et qu'on n'a pas d'autre solution, on peut avoir recours à une trachéotomie supposément transitoire en fonction des signes associés. Les troubles alimentaires, eux, sont liés en partie à la fente palatine qui entraîne un défaut d'aspiration, parce que pour pouvoir aspirer, il faut pouvoir créer le vide, et quand on a une fente palatine, on n'arrive pas à créer ce vide dans la bouche, et également à un défaut de maturation au niveau du tronc cérébral qui donne des difficultés de coordination. Donc, on va s'en sortir avec parfois des biberons spéciaux, des tétines un petit peu longues, des valves anti-reflux dans les biberons. On peut enrichir l'alimentation et donner un régime hypercalorique. On peut s'aider d'une sonde gastrique de manière transitoire, voire d'une gastrostomie. De la même manière que les troubles respiratoires, les troubles d'alimentation commence à s'améliorer après le premier trimestre. Dans tous les cas, on sait que la plupart de ces enfants ont de grandes chances de développer un trouble de l'oralité dans la suite et qu'il y aura un suivi à poursuivre dans ce sens. La fermeture chirurgicale, ça c'est pour un poil plus tard. On va fermer le voile entre 5 et 7 mois pour uniquement restaurer le côté musculaire. Et on s'attachera à refermer le palais osseux entre 12 et 18 mois. Mais encore une fois, ça va dépendre des difficultés respiratoires, des difficultés alimentaires et de la présence ou non d'une séquence de Pierre-Robin syndromique. Le suivi de ces enfants, il va être prolongé quasiment jusqu'au lycée, avec dès la plus jeune enfance une guidance orthophonique qui doit être faite pour surveiller la mise en place du langage et les troubles de l'oralité dont on a parlé. Il y a un suivi auditif avec des enfants qui ont une plus forte probabilité de présenter des otites séreuses, des otites moyennes aiguës à répétition et des cholestéatomes. Et une surveillance de l'articulation et de la mise en place du langage, parce qu'on peut avoir des gestes de reprise vélopharyngée en cas de difficulté articulatoire, et un suivi orthodontique et maxillofacial. Dans le cadre des séquences de Pierre-Robin, on peut avoir des pathologies dentaires associées, on peut avoir des troubles de croissance du maxillaire qui peuvent donner lieu à un suivi orthodontique et une prise en charge maxillofaciale. C'était un petit peu rapide mais on peut en parler très longtemps de la séquence de Pierre-Robin. Il y a par la filière tête et cou un accès à des mini-capsules vidéo qui s'appelle Robin Learning et qui développe toute la prise en charge et autour de la séquence de Pierre-Robin, depuis le diagnostic anténatal jusqu'au suivi otologique. Donc, c'est accessible sur YouTube. Et également sur le site de la filière, il y a un guide pratique à destination des parents et à destination même parce qu'il est assez complet, à destination des praticiens, qui peut être téléchargé sur le site de la filière tête et cou ou qui peut être envoyé en version papier sur demande à la filière tête et cou. Et moi, j'en ai fini pour la séquence de Pierre-Robin et je vais passer la parole à ma collègue, le docteur Giordano, qui va vous parler d'aplasie d'oreille. Alors, merci. Juste pour rappeler aux participants que vous aurez la possibilité de poser, si vous avez des questions, juste après la séquence. Donc, on y revient, mais n'hésitez pas à noter sur un bout de papier les questions que vous voudriez poser. Voilà, pardon pour cette petite interruption. Il n'y a pas de souci. Bonjour à tous. Je vais vous parler du coup d'une des pathologies qu'on prend en charge ici à Lanval, qui est l'aplasie d'oreille. Donc, l'aplasie d'oreille s'intègre dans le réseau MALO.
qui est un réseau qui prend en charge les personnes atteintes d'une malformation ORL rare, isolée ou dans le cadre d'un syndrome. Et donc, comme elle a évoqué, Dr Bayeux, malformation du nez, des sinus, et lymphatique cervico-faciale, insuffisance vélopharyngée, etc. Et donc, je vais m'attarder sur les malformations de l'oreille. La coordinatrice nationale, c'est le professeur Françoise Desnoyelles, qui est à l'hôpital Necker. Donc, pour introduction, l'aplasie d'oreille est une malformation de l'oreille externe ou de l'oreille moyenne qui est présente à la naissance, une pathologie congénitale, qui peut être d'origine génétique ou environnementale, et le plus souvent, elles sont isolées. Elles peuvent être unilatérales ou bilatérales. Parfois, donc, dans le cadre d'un syndrome malformatif, et dont la microsomie crânio-faciale, le syndrome de Treacher-Collins, le syndrome Charge, la microdélétion Van de Q11, le syndrome brachiotorénal et autres syndromes qui peuvent associer cette aplasie. Et il y a deux formes possibles, dans l'aplasie mineure et l'aplasie majeure. L'aplasie mineure, c'est une malformation des os scellés de l'oreille, donc qui est moins visible que l'aplasie majeure, et parce qu'il y a peu ou pas de malformation du pavillon. Et cette anomalie va provoquer un déficit auditif léger à moyen. Elle concerne 1 sur 10 000 à 20 000 naissances, donc c'est une maladie rare, avec aussi la possibilité d'être unilatérale ou bilatérale, qui est dans le 30 à 40% des cas. Et cette anomalie peut s'accompagner des altérations de la forme du pavillon, avec la présence parfois de ces petites excroissances en avant du pavillon, dont les fibrochondromes, les enchondromes, et un rétrécissement du conduit auditif, et aussi une diminution de la taille du tympan ou son ossification partielle. C'est pourquoi il est important, si on voit un enfant avec ce type d'anomalie externe à l'oreille, de vérifier le dépistage auditif, s'il a été fait ou s'il y a des référents tests auditifs dans le doute. L'aplasie majeure, c'est une malformation du pavillon de l'oreille, donc qui peut être absent dans le cas de l'anocie, ou très anormal, donc la microtie. C'est présent sur un enfant sur 10 000 et elle peut être donc unilatérale, isolée. Si on a des formes bilatérales, c'est plus fréquemment dans le cadre d'un syndrome. Et on va conseiller donc une consultation de génétique, car il y a une possibilité de transmission dans la famille. Et ça va permettre de décider aussi des modalités de suivi pour notre grossesse. Et dans le cas les plus fréquents, donc le conduit auditif est aussi absent. Et ça va provoquer un déficit auditif de degré moyen et de transmission, c'est-à-dire que l'oreille interne va pouvoir capter le son, donc la perception n'est pas altérée, mais à cause de cet obstacle de l'aplasie, il y aura ce qu'on appelle une surdité de transmission. Donc l'oreille interne, comme je dis, est habituellement normale. Il peut y avoir aussi des anomalies, donc si le test auditif n'est pas concordant, il faut aller rechercher. Et même, comme je dis, en absence de conduit auditif, donc le son va parvenir à l'oreille par des vibrations des os et des cartilages de la tête. Voilà l'image de l'aplasie majeure. Pour le diagnostic, l'aplasie majeure n'est pas toujours visible à l'échographie des grossesses et peut donc parfois être découverte à la naissance. Et si l'aplasie majeure est bilatérale, on va demander des examens complémentaires pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres symptômes associés. Comme on a dit, c'est plus fréquemment syndromique. Donc, on va demander une échographie rénale, un bilan cardiologique, une radiographie de la colonne vertébrale et un examen ophtalmologique. Le diagnostic d'aplasie mineure peut être réalisé dès la naissance grâce au dépistage auditif systématique et aussi plus tardivement, si le dépistage n'a pas été fait au cours des premières années de vie, on peut constater ces malformations mineures du pavillon ou plus tardivement si on suspecte une gêne auditive chez l'enfant. Il y a plusieurs examens qui permettent de diagnostiquer la perte auditive dans l'aplasie mineure. Donc, on a les automissions acoustiques, les potentiels évoqués auditifs, automatisés au standard, et aussi les examens audiométriques qu'on réalise en cabine et qui vont s'adapter à l'âge de l'enfant. Le scanner de l'oreille qui va compléter le bilan malformatif, on ne va pas le réaliser forcément pendant les premiers mois de vie, car c'est un examen qui est irradiant. Souvent, on le réalise à partir de la 4e à 5e année pour donc compléter ce bilan. Et je vais vous parler un petit peu de la prise en charge. Donc, en cas d'aplasie majeure unilatérale isolée, on va devoir surveiller l'audition et le tympan de l'oreille normale pendant les premières années. Donc, c'est recommandé de façon annuelle. Nous, ici, en général, les petits-enfants, on le suit
2 fois par an pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème d'otite séreuse ou autre qui va risquer de perturber l'audition globale de l'enfant. Et afin d'obtenir une audition des 2 oreilles en même temps, dans la binauralité, on va proposer une réhabilitation de l'audition par une prothèse qui va passer par des prothèses plutôt ancrage osseux en cas d'aplasie majeure ou un plan d'oreille moyenne une fois l'enfant soit plus grand. Si l'aplasie est bilatérale, il sera proposé systématiquement donc l'appareillage qui peut être mis en place très tôt, entre l'âge de 3 à 6 mois, sur un bandeau ou serre-tête dans un premier temps, et puis à partir de l'âge de 5-6 ans, voire plus tard, de façon chirurgicale. On va proposer aussi un bilan orthophonique et un suivi durant les premières années de vie, notamment pour les aplasies bilatérales, et voire un suivi dans un centre spécialisé type CAMS ou autre. Pour vous montrer un peu le retentissement auditif, malgré les pertes moyennes ou unilatérales, ces pertes elles vont provoquer quand même des altérations de la perception de la parole et de certains phonèmes. On considère l'audition normale, ici c'est gradé par intensité, de 0 à 20 décibels. Au-delà, on commence à avoir les pertes auditives. Ici, c'est gradé par fréquence de gauche à droite. Donc, on voit dans les pertes légères qu'il y a certains phonèmes aigus qu'on ne va pas pouvoir percevoir. Et pour les pertes moyennes, il y a plusieurs phonèmes qui seront non reçus par l'enfant, non perçus. Donc, on sait qu'il y a dans les sourdités moyennes, donc cette audition qui baisse au-delà de 40 décibels, une mauvaise perception de la voix émise à intensité normale, une mauvaise perception de l'articulation et donc, il pourrait y avoir une acquisition du langage, mais souvent il y a des retards et aussi un retard d'acquisition des phonèmes de la langue avec des troubles d'articulation associés. Dans les cadres de surdité unilatérale, donc certains phonèmes ne sont pas perçus, encore moins dans le bruit, et la compréhension totale, même si elle est faite, elle demande un effort et une concentration permanente de l'enfant, et aussi des troubles articulatoires qui sont possibles. C'est pourquoi on recommande cet appareillage pour pallier la perte. Et les appareils qu'on va pouvoir réaliser dans les aplasies majeures, c'est des appareils donc à ancrage osseux. C'est un petit boîtier qui va être collé avec un bandeau, enfin tenu avec un bandeau dans la première enfance. Et ça s'appelle BHA ou Ponto. Et si il y a un conductif qui est présent, donc notamment les aplasies mineures, on pourrait proposer un appareil à contour, un appareil plus conventionnel. Et ça, c'est une fois l'enfant est plus grand, on pourra réaliser une intervention pour enlever ce bandeau et avec un aimant ou un petit implant, pouvoir mettre en place l'appareillage directement. Concernant la reconstruction esthétique du pavillon de l'oreille, il y a plusieurs possibilités. Donc, la plus classique, c'est l'autopoïèse, qui est la chirurgie plastique, avec la reconstruction avec du cartilage prélevé à partir des côtes. Il y a 2 temps opératoires qui seront espacés de 6 à 9 mois. Et cette opération, on va la proposer pour des enfants plus grands, donc à partir de l'âge de 10 ans. Et cette chirurgie se réalise on adresse les enfants à l'hôpital Necker pour ce type d'intervention. Donc, ils vont prélever des cartilages de la côte pour les conformer avec la forme du pavillon désiré et le placer sous la peau de l'oreille en enlevant d'abord le cartilage mal formé. Et le deuxième temps consistera à pouvoir mettre en place un sillon rétro-auriculaire avec une deuxième intervention. Donc, voici un exemple de reconstruction. Et une alternative donc, est la reconstruction par polyéthylène poreux haute densité, MEDPOR ou support. Et cela va consister en utiliser 2 pièces modélées par le chirurgien d'un matériel biocompatible qui seront ensuite recouvertes par un lambeau temporopariétal et puis par des greffons cutanés. Et cette chirurgie donc, qui est très longue et qui a plusieurs temps aussi, mais elle peut être proposée dans un plus jeune âge, aux alentours de l'âge de 5 ans. Voici un exemple aussi en image. Donc, c'est une chirurgie très spécialisée. Une autre option, c'est l'épithèse de pavillon. Donc, ça, c'est une prothèse externe en silicone
qui peut être attachée avec des adhésifs ou de la colle chez le patient plus jeune. Et puis, chez l'adulte, si ça leur convient, donc elle peut être fixée par des implants à ancrage osseux ou des aimants, comme ici, et ça donne des bons résultats aussi. Et la quatrième option, si l'enfant ne souhaite pas de chirurgie, donc c'est de garder la forme du pavillon de naissance. Donc ça, c'est à discuter. Souvent, on a une prise en charge, au moins une consultation psychologique pour avoir un accompagnement si l'enfant souhaite s'informer de l'intervention et pour la famille, car c'est des chirurgies importantes. Et je vais vous dire un mot aussi sur les déformations de l'oreille, donc qu'on prend en charge ici à Lanval. Et donc, on sait que de 15 à 20% des nourrissons naissent avec une déformation de l'oreille externe et qui peut être modifiée et améliorée afin d'éviter une chirurgie future et des agréments durant l'enfance. C'est des petites variantes anatomiques qui font que l'oreille est moins harmonieuse, le pavillon, et on peut, chez les nourrissons, donc avant l'âge de un mois et demi, ce cartilage est très souple et on peut le modifier avec des conformateurs pour avoir la forme désirée. Donc, c'est une pratique qui est peu répandue et peu connue des professionnels de santé et du grand public. Et en France, le nombre de médecins qui pratiquent cette technique est faible et parfois les patients, les familles sont obligées à se déplacer à des longues distances pour trouver la solution pour les oreilles de leur bébé. Mais ça existe et ici, on peut le réaliser. Donc, il y a des dispositifs pour corriger sans chirurgie. C'est simple et indolore et il faut le réaliser, comme je dis, de façon précoce parce qu'une fois le cartilage devient rigide, on ne peut plus le modifier. Donc, idéalement, à 15 jours de vie, on peut commencer la mise en place des conformateurs et ça s'adapte à chaque patient en fonction de la déformation et de la souplesse du cartilage au moment de la consultation. Donc, il y a des plaquettes informatives sur le site de la filière. Voici à quoi ça ressemble le conformateur qui va être adhéré à la peau. Et on va mettre ce type de rétracteur et conformateur pour donner la forme plus arrondie quand il y a des petites anomalies du pavillon. Voici quelques exemples avant-après. Et voilà pour la plasie de l'oreille. Merci de votre attention. Et si vous avez des questions, on reste en ligne. Et juste pour information, donc, comme je dis, nous, la partie de la plasie, enfin la pathologie de la plasie d'oreille, on va suivre l'enfant et réaliser tout le bilan diagnostique, ainsi que le suivi de l'appareillage et de la surdité. La partie de reconstruction du pavillon sera faite dans un autre centre. Merci. Merci beaucoup à toutes les deux pour ces présentations où on voit bien la nécessité d'avoir une prise en charge coordonnée avec de multiples intervenants. Donc, je rappelle à tout le monde que si vous avez des questions, deux possibilités, soit vous activez votre micro et vous posez votre question directement, soit vous l'inscrivez directement dans le chat et c'est Sabia qui se fera la porte-voix de votre question. Donc, en attendant que éventuellement vous posiez vos questions, moi j'aurais juste une première petite question, puisque donc ce qui nous intéresse aussi, hein, donc déjà c'est de savoir ce qu'il est possible de faire et c'est déjà vraiment très instructif. L'autre chose, c'est de faciliter ce lien et savoir comment adresser ou à quel moment adresser. Si je retiens déjà une chose, outre bien sûr quand il y a une aplasie de l'oreille et que l'enfant naît, ça c'est visible. Tout à l'heure dans la séquence de Robin, vous parliez du diagnostic anténatal et peut-être d'avoir cette attention particulière quand il y a une hérédité. Comment ça se passe? Est-ce que ça, c'est des messages qui passent assez bien auprès notamment des médecins généralistes, au niveau des pédiatres? Est-ce qu'il y a un message à faire passer là-dessus? Alors, le référencement des diagnostics anténataux se fait souvent via les gynécos, mais il y a un retour qui est fait des concertations pluridisciplinaires aux médecins traitants des familles. Donc, effectivement, je pense que dès qu'il y a, le message important, c'est dès qu'il y a un antécédent de fente chez une de vos patientes, elle doit penser à le signaler. Il faut rechercher parfois un peu plus loin dans la famille
pensez à le signaler pour toute grossesse ou vous, en tant que médecin traitant référent, pensez à dire à vos patients que tout antécédent est important. Le cheminement après, la prise en charge, notamment autour de la séquence de Pierre-Robin, est très bien ficelé, notamment grâce au CPTP qui est très organisé. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions de la part des participants ou Sabia? J'ai pas de questions dans le chat. Par contre, moi, j'ai une question. Déjà, en fait, on n'a pas vu comment vous orientez les patients. Comment on vous oriente généralement les patients? Est-ce que vous avez une adresse générique ou est-ce que la plupart de vos patients directement arrivent enfin, vous êtes déjà référencé et vous avez déjà un réseau qui vous permet d'avoir un adressage facilité, en fait, on va dire, cette errance diagnostique limitée. Alors, sur le site du réseau de la filière tête et cou, il y a les coordonnées génériques du secrétariat et l'adresse mail du secrétariat, secrétariat.orl@hpu.lanval.com. Comme toutes les structures hospitalières, on a quand même de grosses difficultés à nous joindre. Je ne vous le cache pas, mais je ne crois pas qu'on soit les seuls. On reçoit de manière directe de la part de nos correspondants des SMS, des mails, des demandes d'avis WhatsApp. Donc, de la part de nos confrères, on le fait régulièrement. Pour les patients, ça passe par le secrétariat et on essaie de faciliter pour ceux qui sont déjà suivis chez nous, les patients les plus fragiles et qui ont besoin de plus de suivi, de donner des numéros secrets du service et qu'on ne peut pas diffuser. Bon, déjà, il y a une adresse générique, Oui. ce qui est très bien pour les patients. On n'a pas parlé de transition. Est-ce que vos patients nécessitent une transition vers un secteur adulte? Comment ça se passe? Oui, c'est toutes les pathologies. Alors, toutes ces pathologies rares, effectivement, nécessitent d'accompagner le suivi. Et j'imagine que vous avez eu le même retour sur d'autres spécialités pédiatriques. Nous, on les surprotège beaucoup, nos patients. Et donc, l'arrivée dans le monde adulte est parfois un petit peu plus compliquée, on va dire, avec des patients qui sont gérés jusqu'à 18 ans à la fois par leurs parents et par le corps médical et qui se retrouvent tout d'un coup à devoir gérer tout seul, c'est un peu compliqué. La chance qu'on a, nous, en ORL, c'est qu'on est quand même on a des relations très étroites avec nos collègues ORL de la face et du cou et une partie des médecins d'adultes travaillent également chez nous. Donc, le côté ORL est facilité. C'est tout ce qui est autour, tous les autres intervenants de la prise en charge pluridisciplinaire. C'est parfois un peu plus compliqué. Le côté pneumo, le côté sommeil, le côté psycho, ça, c'est plus compliqué à anticiper. Mais on fait de notre. Mais c'est au cœur de tous les sujets, notamment de tous les congrès. À chaque fois qu'il y a un congrès de la filière, une journée de la filière, on parle de la transition vers le secteur adulte. En fait, je posais cette question parce que c'est pas tous les centres qui ont en fait une prise en charge adulte au niveau niçois. C'est pour ça que je posais la question pour savoir si au niveau niçois, en fait, les patients ont cette chance-là de pouvoir passer du secteur enfant vers le secteur adulte dans la même, on va dire, ne serait-ce que dans le même département. Donc Oui. déjà, c'est une excellente nouvelle pour les patients. Donc, pour moi, je ne sais pas si vous C'est avez bon. il y a Alors, d'autres est-ce qu'il y a questions. d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, c'est que tout était parfaitement clair. Il faudra juste renoter l'adresse mail, effectivement, éventuellement pour joindre. Et puis, je crois qu'à ce moment-là, il ne me reste plus qu'à vous remercier, mesdames, pour ces propos, pour ces présentations et puis pour l'ensemble des sujets que vous traitez. Et on a bien entendu que vous pourrez intervenir sur d'autres sujets. Donc, voilà, on en prend bonne note. Merci en tout cas, merci à tous. Et puis n'hésitez pas à retrouver ces présentations et ces webinaires sur la plateforme YouTube. Sabia nous informera dès qu'elles seront mises à disposition.
Merci à tous. Merci à vous. Merci beaucoup.